à fait. Je vendais des combinaisons de ski, des clubs de golf et des raquettes de tennis. Et je n'avais jamais joué au golf. Et je me suis dit que ce jour-là, tout était possible dans la vente. Nous, on part du postulat chez Expedia, et c'est important de le préciser, que le voyage est bon pour l'humanité car il permet de créer des liens, créer des connexions. Quand on part de là, la proposition de valeur, elle est assez simple, mais à la fois assez complexe, puisqu'elle est de rendre possible le voyage pour tout le monde, partout dans le monde. Il y a plus de 20 000 établissements hôteliers en France, qu'on a décidé du coup de faire la règle des 20-80. Donc aujourd'hui, on gère en France, dans mes équipes, 20% des partenaires français, qui représente à peu près 80% du chiffre d'affaires généré. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Le Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Antoine Walter, directeur commercial France d'Expedia. Vous vous souvenez peut-être que la saison dernière, nous avions reçu plusieurs directeurs commerciaux passés par Expedia et aujourd'hui à la tête de forces de vente comme LinkedIn, Deliveroo et encore Choco. Nous étions donc très impatients de recevoir quelqu'un qui pourrait nous parler de cette belle école de vente. Mais avant d'être une Sales Academy, Expedia, c'est aussi et surtout l'un des plus gros acteurs du tourisme mondial avec 90 marques de points de vente dans plus de 60 pays. Le géant américain gère notamment des marques comme Hotel.com, Expedia et Abritel. Alors Antoine est arrivé chez Expedia en septembre 2015 et il est directeur commercial France depuis mai 2019. Au programme de cet épisode, on va donc parler de comment est-ce que l'on conduit des changements de stratégie auprès de ses équipes commerciales, comment faire de la vente la pierre angulaire de la croissance des entreprises en 2024 et enfin nous nous pencherons sur comment on organise et motive ses équipes commerciales au day-to-day. Hello Antoine. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Eh bien écoute, on est très content de te recevoir dans Vive la Vente. Est-ce que j'ai bien résumé ? Parfait. Bon. Alors pour commencer, tu peux nous dire en quelques mots ton track record, comment tu es tombé dans la vente ? Oui, tout à fait. En fait, je suis tombé dans la vente quand j'étais petit, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. J'avais un père directeur commercial, j'avais une de mes grandes sœurs qui était directeur commercial. J'avais une certaine appétence pour la négociation étant petit, et puis une première expérience en vente de magasin pendant mes études supérieures qui a achevé de me convaincre. Ok, en tant que vendeur donc. Tout à fait, je vendais des combinaisons de ski, des clubs de golf et des raquettes de tennis, et je n'avais jamais joué au golf. Et je me suis dit que ce jour-là, tout était possible dans la vente. Ok, top. Alors en préparant ce podcast, on a vu que tu avais connu Expedia de belles expériences dans l'account management, d'abord chez Xerox, puis chez Accor Hotel. On a aussi eu des invités qui sont passés par Xerox d'ailleurs. C'est également une belle école de vente. Qu'est-ce que tu retiens de ces premières expériences ? Tout d'abord, j'ai commencé par 5 ans de fonction sales, donc surtout en vente terrain chez Xerox. Okay. Je dirais que j'ai appris 3 choses fondamentales chez Xerox. La première, c'est comment est-ce qu'on construit et comment est-ce qu'on gère un pipe de business. Avec une bonne vieille méthode que je pense presque tout le monde connaît, qui est le fameux Spanco, et qui oblige les commerciaux à vraiment savoir où ils en sont dans leur cycle de vente et à être honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes sur l'avancée de leur portefeuille de vente. La deuxième chose que j'ai appris et qui est pour moi fondamentale dans la vente, c'est la consistance dans l'activité. Okay. C'est toujours facile de se relâcher après une victoire, mais c'est là qu'il faut accélérer pour pouvoir enchaîner les victoires et être performant dans la durée. Et puis la troisième chose, c'est la préparation. La préparation qui est clé et que je continue aujourd'hui de mettre à profit le plus possible. C'est 1, connaître les objectifs de son client ou de son prospect. 2, connaître bien sa proposition de valeur. Et 3, savoir utiliser la data, les chiffres. C'est-à-dire savoir l'utiliser, la construire et raconter une histoire autour de cette data. Ok, hyper intéressant. Si on reprend le Spanco, en quelques mots, comment tu le définis ? Tout à fait. Le Spanco, c'est les abréviations de suspect, prospect, approche, négo, conclusion et ordre, qui permettent de segmenter ton portefeuille client et de savoir où tu en es à un instant T avec un prospect. Est-ce que tu l'as approché ? Est-ce que tu as commencé à négocier ? Est-ce que tu as closé ton deal ? Est-ce que tu as livré
ou délivrer la prestation pour laquelle tu as signé. Ok, top. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'auraient marqué dans tes expériences passées que tu recycles aujourd'hui chez Expedia ? Oui, chez Accor, où j'ai fait de la vente grand compte, je gérais des clients du CAC 40, j'ai appris à naviguer dans une organisation complexe en interne, qui est pour moi aussi un point clé de la vente, c'est d'être capable d'avoir les services et les départements nécessaires avec soi en support et pour pouvoir vraiment être en position de force face à son client. Et la deuxième chose, c'est la manière dont on raconte une histoire, le storytelling et toutes les skills de présentation écrite et orale, comment on construit un PowerPoint, comment est-ce qu'on construit un argumentaire, comment est-ce qu'on parle à une audience debout, avec un support ou sans support. C'est des choses qui m'ont beaucoup aidé à avancer dans ma carrière et dans mes expériences de vente. D'ailleurs, chez Accor, je crois que tu avais des gros poissons en ligne de mire. Est-ce que tu as des bonnes pratiques commerciales, des tips pour adresser des grands comptes ? Effectivement, j'ai géré une bonne dizaine de grands comptes, de Air France à BNP, en passant par Veolia ou Technip, pour ne citer que certains d'entre eux. Je pense que la première chose, c'est ce que je disais avant, c'est comment est-ce qu'on embarque l'interne. Très souvent, pour faire une bonne vente avec un client complexe dans une organisation complexe aussi, il faut avoir fait la vente en interne. Et il faut avoir, que ce soit le produit, que ce soit le marketing, que ce soit le service client, il faut que la vente elle soit faite en interne pour arriver avec toutes les réponses aux clients et être capable de traiter toutes les objections, même celles qui ne sont pas liées uniquement à l'équipe de vente. Le deuxième, c'est l'effet miroir, et je pense que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas toujours assez. C'est comment est-ce qu'on implique son top management pour aller signer des gros deals. Et c'est pas parce que le client n'amène pas son top directeur qu'il faut pas venir avec le sien. Il faut pas se dire qu'en venant avec quelqu'un c'est une preuve de faiblesse, mais c'est plutôt une preuve de force, de s'appuyer sur les forces de son entreprise et sur l'expertise et la capacité à transformer l'essai du top management. Ok, hyper intéressant et notamment le fait d'embarquer des équipes en interne, ça a d'autant plus de sens quand tu es sur des offres complexes, un peu sur mesure de vente de valeur où il y a forcément une équipe d'avant-vente qui est mise en place et plus tu prépares ta copie en amont, plus tu vas avoir une proposition de valeur qui va être sur mesure et qui va plaire derrière. Ok, pour continuer peut-être d'évoquer tes expériences passées, est-ce que tu peux nous partager ta plus belle vente, du moins celle dont tu aurais le plus appris ? Alors, comme souvent, c'est les premières ventes qui marquent le plus. Je me souviens, c'était en ma deuxième année chez Xerox. J'étais sur le terrain, on était boulevard de Courcelles, il était 18h30, c'était un jeudi. Je sortais d'une après-midi de prospection catastrophique où j'avais à peine réussi à ouvrir les portes et encore moins à créer du lien avec mes prospects. Et je suis passé devant une agence de com, il y avait de la lumière, j'ai sonné, je suis tombé sur l'associé qui m'a dit « Vous n'avez pas de chance, je viens de signer avec un de vos concurrents ». Et mon manager de l'époque m'avait dit, et c'est une phrase qui m'est restée, « Tant que c'est pas livré, c'est pas perdu ». Et c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit « Monsieur, tant que la machine n'est pas livrée, que vous n'avez pas signé le bon de livraison, vous pouvez toujours vous rétracter ». Je pense qu'il avait un peu de temps, il a aimé mon approche, il m'a laissé rentrer et après un rendez-vous d'1 heure, je l'ai pas signé en one shot, mais je suis revenu le lendemain matin avec mon manager de l'époque et on a signé la vente, on a fait annuler la vente de notre concurrent et une semaine après la machine était livrée et le bon de commande était signé et là j'étais sûr que j'allais pas me faire retourner par quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas commun ça, effectivement. Ok, donc ça c'est l'art du closing, on en parlera peut-être tout à l'heure. Pour revenir à Expedia, c'est quoi votre proposition de valeur ? Alors, nous, on part du postulat chez Expedia, et c'est important de le préciser, que le voyage est bon pour l'humanité car il permet de créer des liens, créer des connexions et d'ouvrir l'esprit des gens et vers de la tolérance et du respect. Quand on part de là, la proposition de valeur, elle est assez simple, mais à la fois assez complexe, puisqu'elle est de rendre possible le voyage pour tout le monde, partout dans le monde. Ça se décrit de deux manières. Il y a déjà notre métier en B2C, qui est notre métier d'agence de voyage, et que tout le monde connaît, avec Expedia, Hotel.com et Abritel, bien évidemment. Mais il y a aussi toute la partie B2C. On travaille avec plus de 60 000 partenaires dans le monde. Ça peut être des agences réceptives en Inde, ça peut être des instituts financiers, ça peut être des compagnies de retail, ça peut être des agences corporate. Et ça, aujourd'hui, ça représente à peu près 50% de notre business. Et c'est aussi une manière de faire voyager les gens, que ce soit des voyageurs d'affaires, que ce soit des clients Mastercard qui utilisent leurs points, etc., etc. Ok, top. C'est quoi vos gros enjeux pour cette année 2024 ? Alors le premier qui est le cœur du métier de mes équipes commerciales aujourd'hui, c'est de continuer à améliorer notre inventaire. Donc, notre inventaire, c'est-à-dire les hébergements qui sont disponibles sur le site. Il faut qu'on s'assure d'avoir le bon hôtel,
au bon endroit, avec les bons prix et les bonnes disponibilités. Ça, c'est le cœur de notre métier. C'est pas un nouvel enjeu, c'est un enjeu qu'on recommence tous les ans et qui est un enjeu continu. Okay. Le deuxième, c'est sur la partie B2C dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le lancement de notre programme de fidélité unifié qui va un peu révolutionner l'industrie du voyage, puisque demain, vous pourrez cumuler des points sur hotel.com et les dépenser sur expedia.com ou cumuler des points sur Expedia et les dépenser sur Abritel. Okay. Donc vous louez votre maison une semaine sur Abritel dans le Périgord et vous avez cumulé des points qui vont vous permettre de faire un voyage à New York ou de faire un road trip aux États-Unis en réservant sur d'autres sites du groupe. Ça, c'est programme de fidélité. Programme de fidélité unifié qui a été lancé aux États-Unis en 2023 et qui va être lancé notamment en France en 2024. D'accord. Et puis le troisième enjeu, c'est notre accélération sur le B2B, j'en parlais tout à l'heure. On a signé des contrats majeurs avec un nombre de partenaires grandissant l'année dernière. Donc on peut citer Mastercard, on peut citer Walmart, on peut citer SoFi, toutes ces boîtes-là. Et aujourd'hui, on a vocation à continuer à proposer, à mettre à disposition notre inventaire avec ces partenaires-là. D'accord. Donc comment ça se passe ? C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes client Mastercard, vous cumulez des points et vous pouvez aujourd'hui les dépenser sur les sites du groupe Expedia. Ok, top. Je pense que vous avez aussi peut-être un enjeu JO. Alors oui, tout à fait. Voilà. J'essaye de pas trop highlighter les JO parce que ce n'est que 15 jours dans l'année. Ouais, c'est clair. Mais clairement, c'est un enjeu pour Paris, c'est un enjeu pour l'Île-de-France et pour le reste de la France parce qu'on sait que par rebond, ça peut être aussi attractif pour des régions comme la Normandie avec les 80 ans du débarquement. Mais oui, effectivement, on a un enjeu d'être capable, d'avoir de l'inventaire et deux, de montrer à nos partenaires hôteliers qu'on pourra leur apporter de la clientèle à valeur ajoutée, de la clientèle internationale. Puisqu'il faut garder en tête que sur la période des JO, il y aura moins de touristes internationaux en France que les autres années. Ok, intéressant. Bon, si je résume, les enjeux, c'est continuer d'améliorer votre inventaire en termes de compétitivité et de qualité, le lancement du programme de fidélité unifié à travers les différents sites, et enfin une accélération sur le B2B du business. Tout à fait. Si on rentre dans le vif du sujet et dans le cœur de ta machine de vente, aujourd'hui vous êtes organisé comment commercialement parlant ? Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près, il y a plus de 20 000 établissements hôteliers en France. Ouais. Et qu'on a décidé du coup de faire la règle des 20-80. Donc aujourd'hui, on gère en France, dans mes équipes, 20% des partenaires français, qui représentent à peu près 80% du chiffre d'affaires généré. Ok. Donc ces partenaires sont donc gérés localement par des équipes qui sont ancrées localement. Donc j'ai des équipes à Paris, Rennes, Bordeaux, Marseille, faut pas que j'en oublie, Mougins et Lyon, donc avec des portefeuilles locaux. Et puis en parallèle de ça, on a mis en place une équipe grand compte qui gère tous les comptes à partir d'un certain volume d'enfer et qui ont une décision centralisée. D'accord. Il reste les 80%. Exactement. Donc les 80 autres % sont gérés à Prague. On a plusieurs hubs européens. Okay. Donc Prague est un hub européen, donc géré par des équipes françaises et francophones, sur la base d'un système de hub classique. Donc les grands comptes sont gérés en région, en fait, avec une approche locale de proximité, etc. Et le reste est géré à distance depuis Prague. Tout à fait. Et pour savoir comment est-ce que les comptes sont gérés en France ou à Prague, on a une règle de segmentation qui est assez simple, qui est basée 1 sur le chiffre d'affaires qu'on fait avec les partenaires et 2 sur le potentiel chiffre d'affaires qu'on pourrait faire avec les partenaires et qui est aussi un indicateur clé, surtout vu les ambitions de développement qu'on a en Europe et en France. Ok, très intéressant. Quelle est la typologie de commerciaux que tu as ? Est-ce que tu as segmenté ou tu as des commerciaux qui sont full stack ? Alors, aujourd'hui, on a 3 niveaux de poste en fonction de la complexité et du poids des partenaires. On a fait le choix d'avoir des commerciaux qui gèrent l'intégralité de la relation commerciale. Donc bien évidemment, ils sont supportés par un service client. Mais c'est vrai qu'on a fait le choix d'avoir vraiment des commerciaux qui gèrent tout de A à Z. Alors aussi parce qu'aujourd'hui, on fait majoritairement de la compte management. Bien sûr. Mais c'est aussi la même démarche qu'on a fait sur notre fonction sales. Aujourd'hui, la fonction sales, elle était en France il y a quelques années, on va y revenir. Aujourd'hui, elle est à Madrid, dans un autre hub européen. Et là aussi, les commerciaux gèrent l'intégralité de la relation commerciale, de la prise de contact à la conclusion du deal. Ok, donc 3 populations. Est-ce qu'il y a un ADN commun, peut-être une culture sales commun à tes équipes ? Je pense que ce qui résume le mieux la culture sales chez Expedia, c'est un principe qu'on a en interne qui s'appelle Go Get What's Next, d'aller chercher toujours plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit à la fois le dynamisme d'Expedia
sa volonté de croissance et toutes les initiatives et les innovations technologiques qu'il y a. Aujourd'hui, c'est toujours plus de produits, c'est toujours plus de croissance, il faut toujours signer plus de campagnes, il y a toujours plus d'investissements médias. Donc c'est un peu cette question du toujours plus, et qui s'illustre assez bien par le fait qu'on est en train de travailler sur plus d'une dizaine de nouvelles offres commerciales pour l'année 2024, alors qu'on n'est que le 18 janvier. Ok, top. Comment se passe un cycle de vente chez Expedia ? Quelles sont les différentes grandes étapes du cycle ? Quelle est la durée de votre cycle de vente ? Alors aujourd'hui, on essaye vraiment d'inscrire nos équipes commerciales dans la continuité. Et ça me paraît fondamental qu'un partenaire hôtelier ne change pas d'account manager toutes les 15 jours ou tous les 2 ou 3 mois. Ouais, bien sûr. Il faut vraiment créer de la relation dans la durée. Donc en fait, le cycle de vente, il est globalement long, puisque quand on change ou quand on demande à un partenaire de changer sa stratégie de distribution online, ça peut prendre des années. Mais à l'inverse, il faut qu'on close des deals, notamment je prends un exemple, quand on lance une campagne Black Friday, il faut en 15 jours appeler tout son portefeuille et en signer le plus possible. Donc il faut être capable de gérer le temps long et le temps court, ce qui n'est pas toujours facile en fonction des profils de commerciaux qu'on peut avoir dans nos équipes. Ok, et qu'est-ce qui explique la performance chez tes commerciaux ? Je pense que la première chose, c'est qu'on a aujourd'hui des programmes et des supports de formation et de coaching qui sont très développés chez Expedia. Okay. Et ça, c'est aussi notamment grâce à la qualité de nos first line managers. Je leur dis souvent, c'est eux la pierre angulaire de l'organisation et c'est eux qui insufflent au quotidien la volonté, l'envie, la résilience pour les équipes. Donc je dirais que c'est un mix de programmes de formation, de coaching et de qualité de notre first line manager. Vous adressez qui au quotidien, l'ICP de vos prospects types quel est-il ? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que vu l'étendue de nos offres de voyage, tous les hôtels de France sont des cibles et des prospects intéressants pour Expedia. Certains vont accueillir des Américains, d'autres vont accueillir des voyageurs d'affaires, donc potentiellement tous. Donc vous adressez les 200 000 ? Global, les 20 000, 200 000. 20 000, pardon. Voilà, tout à fait. Après, ce qui nous intéresse le plus et ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est notre capacité à apporter de la clientèle internationale à forte valeur ajoutée, avec des durées de séjour plus longues, avec des dépenses sur place qui sont plus importantes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, 3, 4, 5 étoiles sont dans le cœur de notre site parce que c'est vraiment eux, en fonction des territoires, qui sont attirants pour notre clientèle internationale. Ok. En préparant le podcast, tu nous disais que tu avais une formule qui nous est un peu restée en tête. Tu as parlé de cycle de vente taylorisé. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Ouais, c'est vrai que moi j'ai vu au cours de ma carrière l'émergence des BDR, SDR, sales représentatives, account exécutives. Et je me suis souvent fait la réflexion que certes ça a un intérêt, notamment quand on est sur des grands comptes avec des ventes longues et complexes. Ça a aussi un intérêt parce que ça permet d'avoir un peu plus de plans de développement de carrière pour les équipes qui passent de SDR à Inside Side, de Inside Side à BizDev. Mais c'est vrai que je suis assez dubitatif sur le fait de toujours segmenter et systématiser cette approche, puisque pour moi, un des intérêts du poste de commercial, c'est de gérer l'intégralité du cycle et de porter la responsabilité et de s'engager sur l'intégralité des étapes du cycle de vente. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est une organisation qui a le vent en poupe quand le marché est porteur, qui a de la croissance, qu'il faut évangéliser, se faire connaître, aller chercher vite des parts de marché sur des marchés plus matures, un peu tendus comme c'est le cas actuellement. Ce business model-là, ou en tout cas cette organisation commerciale est de plus en plus remis en question ou challengé, quoi. Tout à fait. Quand tu es arrivé chez Expedia, c'était d'abord pour monter leur équipe commerciale en charge de l'acquisition, si j'ai bien compris. Tu peux revenir sur cette première mission ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un ancien de Xerox qui était avec moi chez Agencia, voilà, la connexion Xerox, qui a été recruté par Expedia, la maison mère, pour monter l'équipe acquisition et qui m'a embarqué avec lui. D'accord. C'était un super challenge. On a recruté, organisé, motivé une équipe de plus de 50 commerciaux répartis à travers la France. On avait des objectifs clairs et ambitieux, on avait du budget et surtout on avait une super équipe de managers et de sales.
Et ça, c'est grâce, à notre cellule de recrutement en interne, et puis aux professionnels du recrutement qui nous ont accompagnés pour être capables, en moins de 6 mois, de recruter et d'onboarder plus de 50 personnes. Donc ça a été une super mission et un super challenge qu'on a vraiment bien relevé, puisqu'on a signé plus de 15 000 établissements. Alors sur de la partie hébergement hôtelier, mais aussi ce qu'on appelle le VR, le Vacation Rental, qui est aussi un élément clé chez Expedia. Top. C'est quoi ta recette miracle là, pour recruter 50 commerciaux en quelques mois? Je crois que c'est 6 mois de mémoire. Alors déjà, on s'est vraiment appuyé sur les ressources internes, donc les équipes de recrutement chez Expedia. Ensuite, on s'est aussi vraiment appuyé sur les managers en place, en créant... alors sur le moment, ça n'a pas forcément été très sympathique, mais en fait, chaque personne avait 3 questions à poser, et chaque personne posait les 3 mêmes questions. Et tous les candidats passaient dans la moulinette des 4 ou 5 personnes. Donc ça nous a permis de mettre en place une vraie machine. Et puis dernière chose, on s'est aussi appuyé sur des cabinets, notamment Up2, avec qui on a travaillé à l'époque, qui ont été capables de nous fournir un pipe de candidats qualifiés, et ce qui nous a permis d'éviter d'avoir à partir from scratch avec certains candidats. Bon, une fois cette phase de recrutement et d'onboarding, il a fallu réorienter les objectifs pour plus de qualité et peut-être un peu moins de quantité, avec le défi aussi de se transformer des commerciaux plutôt chasseurs en cueilleurs. Comment tu t'y es pris? Alors, ouais, tout à fait. Bon, déjà, le nombre de partenaires hébergement ne double pas tous les ans. Donc c'est vrai que quand on avait signé 98% des leads qu'on avait, il a fallu bien évidemment donc réorganiser les équipes. Alors pour être honnête avec toi, déjà il y a eu de l'attrition. Puisque dans ce genre de démarche, il y a des gens qui partent. Ensuite, on a le Covid qui est passé par là, qui nous a évidemment frappé de plein fouet. Donc, on a fait un plan de départ volontaire qui nous a aussi permis de se séparer des gens qui étaient plus alignés avec la stratégie, avec les nouveaux objectifs d'Expedia. Mais effectivement, il restait beaucoup de gens qui étaient d'une culture sales, qu'il a fallu faire switcher d'une culture à compte management. Et en fait, il a fallu faire un double switch avec eux. Parce qu'il a fallu, déjà, leur apprendre le métier de l'hôtellerie. Et c'est vrai que quand on signe un hôtel pour le mettre live, c'est pas du tout pareil que quand on parle à un directeur d'un hôtel ou un directeur du revenu management hôtelier. Donc on a eu un énorme travail d'apprentissage et de formation et de coaching. Ça, c'est le point 1. Et puis le point 2, c'est qu'on a eu aussi à leur apprendre l'utilisation de nouveaux outils, de nouveaux reports, et puis un nouveau métier pour certains, l'account management. Et là, les 2 choses qui, pour moi, nous ont permis de mettre en place ça de manière rapide et efficace. La première, encore une fois, c'est les supports de formation et les méthodologies de coaching qu'on a mis en place chez Expedia, avec de l'accompagnement, avec ce qu'on appelle des shadows, des choses classiques, shadows, des labs de préparation. Voilà, on a énormément mis le focus là-dessus. Donc sur l'enablement. Exactement. Et la deuxième chose, c'est les managers des équipes, les first line managers, et je reviens souvent là-dessus. J'avais des gens qui étaient à la fois experts de l'hôtellerie, experts d'Expedia et experts de l'account management, et qui m'ont vraiment permis et aidé à accélérer cette transition pour qu'elle soit faite de manière rapide et surtout efficace. Après, tous les commerciaux sont pas forcément de bons account managers. C'est quoi les prérequis pour devenir un bon account manager selon toi? Pour moi, il y a beaucoup de prérequis et de qualités qui sont communes aux fonctions de sales et d'account manager. Et je pense que déjà, à partir du moment où on est curieux, organisé, empathique et qu'on aime convaincre les gens, on peut globalement être un bon sales et un bon account manager. Pour moi, peut-être si je devais dire les 2 différences, la première, je dirais que c'est la patience. Quand on est sales, souvent les deals sont sur des cycles assez courts. Et donc c'est vrai qu'on se remet en risque à chaque fois. Alors que un account manager doit être capable d'attendre pour aller chercher du win. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense qu'un account manager, il ne doit pas juste chercher la satisfaction dans le closing du deal. Parce que sinon, il n'en close pas tous les jours. C'est clair. Donc il faut trouver de la satisfaction dans d'autres éléments. Ça peut être rencontrer un decision maker alors que ça fait 6 mois que j'y arrivais pas. Ça peut être débloquer quelque chose qui est en test, même si je transformerai l'essai dans 6 mois, etc., etc., etc. Ok, très intéressant. On observe en ce moment vraiment un changement de génération et de mentalité chez les commerciaux. Comment toi tu vois ce changement s'opérer
en termes de tempérament, tu vois quelle différence avec les générations passées? Et moi, je trouve que c'est encore plus marqué depuis l'épisode du Covid dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Globalement, je trouve qu'il n'y a pas de différence fondamentale dans les profils et la répartition des gens en termes de top performer, mid performer, low performer. Je trouve qu'on retrouve à peu près les mêmes profils et aujourd'hui, j'ai des gens dans mes équipes qui me font penser à moi jeune ou à certains de mes collègues jeunes. Donc, je pense que les caractéristiques du commercial sont toujours les mêmes. Okay. Par contre, effectivement, il y a deux choses qui me frappent. Une qui est peut-être liée au Covid et qui est entre guillemets conjoncturelle, qui est l'attachement au métier. Et ça, je pense que c'est pas que dans les fonctions commerciales, c'est de manière générale. J'ai l'impression que le travail a peut-être moins d'importance pour les jeunes générations qu'il n'en avait pour moi à leur âge. Après, je me dis qu'en disant ça, je me place du côté des vieux. Et l'autre chose qui, pour moi, pour le coup, est pas conjoncturelle et qui est un peu structurelle, et c'est la volonté d'être sur le terrain. Je suis persuadé, clairement, et je le dis tous les jours, la vente, elle se fait pas que derrière un téléphone, elle se fait pas que derrière un écran Zoom. Quand on gère des hôtels ou des partenaires hébergements, ne pas les visiter, ne pas les connaître, ne pas les avoir vus chez eux, c'est pas possible. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, aller sur le terrain, c'est quelque chose qui est... Pour moi, c'était la partie géniale du job. Aller passer la journée sur le terrain, il y avait un sentiment de liberté. Alors quand on revenait au bureau, il fallait avoir prouvé qu'on avait fait les choses. Moi, à l'époque, je devais revenir avec les tampons des gens que j'avais rencontrés. Je parle de ça. Les cartes de visite. Voilà, les cartes de visite ou les tampons. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut les pousser à aller sur le terrain. Certains, en tout cas. T'as une méthode miracle ou pas pour ça, justement? Je pense que la meilleure chose, déjà, c'est d'y aller avec eux. Okay. D'y aller avec eux. Moi, je sais que je me garde une demi-journée par semaine minimum où j'essaye d'être sur le terrain avec les équipes. Et en allant sur le terrain avec les équipes et en leur montrant, je trouve que c'est très important, pas juste de dire comment il faut faire, mais de montrer comment il faut faire. Okay. Et du coup, manager depuis son bureau, ça a toujours moins d'impact que de manager depuis le terrain. Okay. Donc ça, je pense que c'est la première chose, vraiment. Et puis la deuxième chose... je pense qu'il faut utiliser la data et on le fait chez Expedia puisqu'aujourd'hui on a des chiffres qui prouvent que plus on va voir un client, plus il est rentable. Que quand on signe un deal au téléphone, il aura moins d'impact que si on l'a signé en face à face. Donc je pense qu'il faut être sur le terrain avec eux et leur prouver par A plus B en utilisant la data l'intérêt d'y aller. Bon, je ne peux que souscrire à tout ce que tu viens de dire et si on fait ce métier, c'est aussi pour les relations et à un moment donné, on le sait très bien, plus tu vas aller voir tes clients physiques, plus tu vas faire de business avec eux, meilleure sera la confiance en cas de pépin pour retourner la situation, tu auras des arguments et on voit aussi des expériences qui sont hyper excitantes parce que dès que tu vas voir un client, tu découvres de nouvelles problématiques, il a du temps à t'accorder, tandis que quand tu fais des visios ou des rendez-vous téléphoniques, tu vas très vite sur les avantages ou les spécificités d'un produit ou d'un service et tu oublies tout l'à côté, quoi. Tout à fait. Et souvent, j'encourage même mes équipes à leur dire allez sur le terrain, même si c'est pas pour faire du business. Allez visiter un hôtel, appelez votre partenaire, dites-lui je suis dans le quartier, on peut prendre un café. Trouvez des moments pour créer du lien avec les gens. Bien sûr. Ok, et comment est-ce que tu motives et animes tes commerciaux dans leur quotidien? Alors, j'essaye toujours déjà de retranscrire la stratégie et les ambitions de mon entreprise. C'est vrai que souvent, dans des entreprises comme la nôtre, on présente des slides à 15 000 personnes en disant voilà la stratégie pour 2024. J'essaye toujours de décliner cette stratégie et cette ambition au niveau de mes équipes et au niveau de mon pays en ayant une ambition et des objectifs qui sont clairs, précis, atteignables mais ambitieux. Et je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de créer une atmosphère où on fait les choses ensemble, que ce soit moi, eux et leurs managers, ou moi et eux. C'est-à-dire qu'il faut être sur le terrain avec eux, il faut affronter avec eux les difficultés qui peuvent être avec des partenaires, mais aussi en interne. Et je pense que c'est un point clé. Et puis la troisième chose, c'est les challenges. Je pense que la majorité, j'allais dire la totalité des commerciaux aiment le challenge. Alors est-ce que c'est à la journée, est-ce que c'est à la semaine, est-ce que c'est au trimestre? Ça va dépendre de l'objectif qu'on va atteindre, mais mettre en place des challenges est pour moi un point clé. Et je finirai par un dernier point qui est pour moi capital, c'est la rémunération de la surperformance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut motiver dans la durée et garder nos talents, il faut être capable de surpayer la surperformance. Donc ça passe par des plans de rémunération, des KPI qui sont forcément bien établis, ambitieux et atteignables. Mais moi, je suis un
un fervent défenseur de l'accélérateur au-dessus de 100%, par exemple, de se dire voilà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de décélération, il y a plutôt une accélération quand on est dans la surperformance, ce qui n'est pas toujours le cas dans les organisations commerciales, notamment sur la partie account management. Yes, et ben là aussi tu prêches un convaincu. Tu parlais à l'instant de challenge. Est-ce que tu as un exemple de challenge sympa qui a bien marché et motivé les équipes d'Expedia là, ces derniers mois, ces dernières années? Oui, alors nous on en fait beaucoup. Déjà, ce qui motive les équipes, puisque voilà, chez Expedia, on aime tous voyager, c'est que les gains des challenges qu'on met en place, ce sont des budgets voyages qu'on peut bien évidemment dépenser sur nos sites, hein, vous l'aurez compris. Et le challenge qui est en cours en ce moment, c'est le RNC Challenge, petite allusion à une radio. C'est le Room Night Challenge, et en fait l'idée c'est de récompenser les team members qui auront eu la plus grosse croissance en termes de nuitées sur le premier trimestre. Voilà. Donc on l'a lancé il y a quelques jours et j'ai l'impression que ça marche puisque j'ai des actions concrètes menées par mes équipes pour aller soit retourner un partenaire qui est en décroissance, soit faire accélérer un partenaire qui est déjà en croissance. Ok, hyper intéressant. Et c'est sur combien de temps ? Alors là, c'est un challenge que j'ai lancé sur l'année. Okay. Chaque trimestre, les 3 team members avec les meilleures croissances seront récompensés. Et après, on va avoir énormément de challenges, mais plutôt à la journée ou à la semaine qui vont être lancés, en fonction des différentes initiatives commerciales qui vont être lancées. Très bien. Voilà, on en a une par exemple qui va être lancée bientôt, qui s'appelle l'accélérateur chez nous. Et là, j'ai une idée un peu différente. J'aimerais bien faire gagner un tour de circuit dans une voiture de sport, puisque le terme accélérateur colle avec la voiture de sport. Donc on essaye d'être un peu créatif et de faire en sorte que ces challenges fassent écho chez nos populations sales et account managers. Ok, top. Si on parle maintenant de vos méthodes de vente, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence ? Alors, ce qui ressort sur le terrain, et on me l'a encore dit tout à l'heure en rendez-vous, je pense c'est la capacité des équipes à créer du lien. Et à vraiment connaître leurs partenaires. Et ça, chez Expedia, on est vraiment aidé en termes de logiciels et de reporting et d'outils. C'est une grosse force chez nous, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le partenaire peut lui-même ou par le biais de son account manager avoir vraiment une photo de lui-même et de ses concurrents. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Et on a aussi beaucoup progressé sur la manière dont on utilise la data. Comment est-ce qu'on raconte une histoire et comment est-ce qu'on aide les partenaires à prendre des bonnes décisions. Je pense que c'est un élément clé. Aujourd'hui, dans un hôtel, c'est compliqué de savoir ce qui se passe sur les 50 hôtels qui sont à proximité de chez vous. C'est compliqué de savoir ce qui se passe sur un arrondissement. C'est compliqué de savoir ce qui se passe sur une ville. Donc aujourd'hui, ça, je pense que c'est le point vraiment important. Et puis la deuxième chose, c'est j'ai remarqué... depuis que je suis arrivé chez Expedia et surtout sur les équipes France, pour le mettre en avant, qu'on a une capacité à relever les challenges qui est très forte. On est très flexible, très réactif et on passe très vite en mode action. Ce qui nous permet, quand une initiative est lancée, de très vite se l'approprier et de pitcher très vite les choses sans attendre de s'être entraîné pendant des semaines et des semaines. C'est la culture du go get what next Exactement. Qui est bien incarné. Ok, et en termes de pratiques managériales sur lesquelles vous êtes expert et qui peuvent inspirer d'autres dirigeants commerciaux, d'autres DIRCO ? Je pense que le programme de coaching qu'on a mis en place il y a quelques années a vraiment fait la différence. Alors, ça a été un peu lourd à lancer, puisqu'on était sur des guidelines très précises en termes de combien d'accompagnement je dois faire, combien de préparation. Donc ça a été assez lourd à digérer par les équipes et notamment par les managers. Ceci étant dit, on a vraiment vu une accélération à la fois dans la confiance que les équipes ont en elles-mêmes et dans l'entreprise. Et on a aussi vu une augmentation significative du taux de succès. Donc je pense que c'est le point clé. Et je reviens souvent sur les managers de première ligne qui gèrent les équipes au quotidien, et je pense qu'aujourd'hui c'est une force chez Expedia d'avoir des gens experts et qui sont capables d'aller vite. Ok, la rapidité d'exécution, c'est toujours important. Tu me vois venir aussi, qu'est-ce que vous devez continuer à mieux faire ? C'est quoi les pistes de progression dans le geste commercial ? Alors la première chose, j'en parlais tout à l'heure, c'est la présence terrain. Je pense qu'on peut faire mieux. Un commercial, il fait combien de rendez-vous par semaine sur le terrain ?
Alors, terrain, c'est pas aussi simple que ça, puisqu'en fait, quand on gère un portefeuille sur l'année, on segmente pas forcément les rendez-vous à la semaine. Ok. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ambition pour 2023, c'est que les équipes aient vu 100% de leurs partenaires physiquement. Ok. Top. Ce qui, quand on gère un portefeuille de 100, 120 hôtels, commence à faire pas mal. Ouais. Donc voilà, donc c'est l'ambition. Ok. Donc présence terrain. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut qu'on se focalise plus sur la qualité. Ouais, je vous le disais, on a une culture du go get what's next, on a un challenge, on le relève. C'est bien de faire les chiffres, mais derrière, c'est la qualité des deals qu'on signe et la production qui va venir de ces deals qui est importante. D'accord. Et ça, on va être aidé notamment par les reporting et par l'optimisation du workflow dans Salesforce, qui est quelque chose qui est en amélioration continue chez nous. Ok. Et puis la troisième chose, c'est nos relations avec les institutionnels. Aujourd'hui, on a une équipe média qui est très développée. On parle au CRT, on parle aux offices du tourisme, on parle à Atout France. Okay. Et je pense qu'on a encore aujourd'hui beaucoup de choses à faire pour améliorer et augmenter les investissements, les co-investissements qu'on fait avec ces institutionnels pour promouvoir la France à l'étranger. Ok, hyper intéressant. Quelles sont les objections peut-être courantes que rencontrent tes commerciaux au quotidien et comment est-ce que vous y répondez? Moi, je pense que la première, c'est la même pour tout le monde, c'est que vous êtes trop cher. Trop cher par rapport à quoi, j'allais dire. Et donc là, oui, c'est assez simple, non, mais je veux dire, c'est assez clair que il faut relier ça à la proposition de valeur. Okay. Et j'en parlais tout à l'heure, utiliser la data. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est face à un hôtelier et qu'on commence à parler de prix moyen, de fenêtre de réservation, de taux d'annulation, il est assez facile d'expliquer la valeur ajoutée de notre clientèle et les bénéfices qu'on peut avoir par rapport à nos concurrents directs. Okay. Le deuxième, c'est je n'ai pas besoin de vous. Alors, je rassure les partenaires hôteliers, ils ne sont pas obligés de travailler avec nous. C'est la première chose. Et c'est là où on insiste sur la différenciation et la connaissance du client et du client dans son marché nous permet vraiment de faire la différence et de traiter cette objection. Et puis la dernière chose que j'entends beaucoup et qui me désespère un peu, c'est je fais pareil pour vous et pour vos concurrents. Et c'est vrai qu'on a tendance à être un peu tous traités de la même manière. Et alors là, il y a plein de techniques pour rebondir là-dessus. Souvent, c'est ce que je dis, c'est une Renault et une Mercedes, ça fait la même chose. Mais c'est pas le même prix. Du Brace Cola et du Coca-Cola, c'est le même produit, mais c'est pas la même chose non plus. Donc j'insiste vraiment sur la différenciation. Et puis aussi, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on connaît Expedia pour son agence de voyage B2C. Ouais. Mais aujourd'hui, l'accélération, les investissements en termes de techno et d'équipes qu'on fait sur la partie B2B nous permet vraiment, pour moi, de créer la différence et d'augmenter cette différence avec nos concurrents. Ok, top. On parle maintenant recrutement. Pour créer une équipe performante, alignée sur vos objectifs et vos valeurs, quelles sont tes meilleures pratiques de recrutement? Tu regardes quoi en premier lors d'un recrutement? C'est quoi tes premiers critères? Alors, si on parle du CV, parce qu'avant de recevoir un candidat, on reçoit son CV. Okay. La chose que je regarde le moins, pour ne pas répondre à ta question, c'est les études. Je pars du principe que les qualités et les compétences nécessaires pour être un bon sales ou un bon account manager, elles peuvent s'apprendre à plein d'endroits ailleurs que dans les écoles et les universités. D'ailleurs, la vente n'est quasiment pas enseignée en France ou très peu. C'est clair. Donc ce que je regarde plutôt, c'est est-ce qu'il y a une direction, est-ce qu'il y a un projet ou un fil conducteur dans un CV. Et attention, on peut avoir une direction et décider de changer de direction. On peut même changer plusieurs fois de direction. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une direction. Ok. Et ensuite, je regarde beaucoup aussi la volonté et la capacité à être résilient et à toujours aller chercher une expérience supplémentaire. Donc, c'est vrai que je suis souvent interpellé par les trous dans les CV, qui peuvent être tout à fait justifiés. Encore une fois, si on a une histoire à raconter et si l'histoire se raconte bien, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la volonté de travailler et l'envie d'essayer est quelque chose que j'essaie de remarquer dans un CV. Ok. Puis après, quand j'ai le candidat en face de moi, je dirais qu'il y a 5 choses que je regarde. Le premier, c'est la curiosité, qui pour moi est un élément clé dans les fonctions commerciales, mais pas que dans les fonctions commerciales, dans la vie et la vie professionnelle. Le deuxième, c'est la préparation. Okay. On sent tout de suite les gens qui sont préparés. Ça peut être très simple, ça peut être aller voir le site, avoir regardé l'évolution du cours de bourse, être allé voir sur les sites des concurrents. On n'est pas obligé de passer 107 ans là-dessus, mais si on n'a fait aucune recherche préparative,
c'est quand même pas très bon signe. Ouais. Ensuite, il y a le storytelling, comment les gens se racontent leur histoire, où ils sont, d'où ils viennent, où ils veulent aller surtout. Ensuite, il y a l'envie de convaincre, qui est liée un peu avec la manière dont les gens racontent l'histoire. Bien sûr. Et puis la dernière chose qui est difficile pour moi à trouver en entretien, mais que j'essaye toujours de souligner, ou en tout cas de passer un peu de temps dessus, c'est est-ce que je vais avoir un bon team player ? Ok. Je vais pas dire que c'est facile de trouver un bon sales, mais ce qui est sûr, c'est que c'est difficile de trouver un bon sales qui est un bon team player. Et donc c'est vrai que j'essaye de trouver des questions ou des réflexions ou des exercices qui me permettent de voir la capacité de la personne à travailler avec les autres et à apporter et à partager avec les autres. Ok, hyper intéressant. Tu fais aussi peut-être des mises en situation ? Tout à fait, oui. On fait des mises en situation. Alors souvent, c'est mes managers qui font les mises en situation, honnêtement. Okay. Mais oui, on fait des mises en situation. On a des scénarios qu'on adapte en fonction des marchés, mais aussi des typologies de gens qu'on a en face de nous. D'accord. Toujours pour voir un peu la préparation, l'organisation de la pensée, et puis la manière de retranscrire et de raconter une histoire. Ok. La priorité quand on veut pérenniser sa force de vente, c'est de faire quoi selon toi ? La première chose, et je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, on parle souvent de carrière et de développement de carrière et de promotion, c'est être capable vraiment d'avoir un programme et des actions pour développer les gens dans leur rôle. Okay. Et je reparle du coaching, je reparle de l'accompagnement des managers sur le terrain avec leurs équipes, je reparle de la formation. On a beaucoup de gens, de manière générale, qui veulent être promus, mais qui ne sont pas encore à 100% dans leur job. Et je pense que ça passe par là. La deuxième chose, c'est d'avoir un vrai parcours de carrière. D'accord. Et quand je dis ça, c'est pas forcément à chaque fois level up. On a aujourd'hui chez Expedia énormément de moves transversaux, dans des équipes médias, dans des équipes strat account. Et donc c'est être capable d'avoir un parcours de carrière et d'être capable aussi en tant que manager ou directeur d'être au courant de ces opportunités de carrière et d'être capable d'aider les gens à prendre des risques et à aller vers ces opportunités et le cas échéant à les supporter et à les pousser auprès des équipes qui recrutent. Okay. Et puis la dernière chose, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est la rémunération de la performance, qui pour moi est un élément clé et qui permet dans la durée à la fois de pérenniser et de garder les bons éléments, mais aussi potentiellement de faire partir les moins bons éléments. Ah oui. Et comment justement, alors c'est bien que tu en parles, comment tu détectes des signaux faibles justement de commerciaux qui seraient pas forcément soit en performance, mais peut-être, ça se voit vite en général, mais qui seraient en désalignement avec le reste de l'équipe ? Alors, moi déjà je suis dans l'open space avec les équipes sur le bureau de Paris. Okay. Et je pense que c'est important de vivre avec les équipes, à la fois collectivement mais individuellement, donc de créer du lien avec les équipes. Donc moi j'essaye d'être présent, observateur et connecté avec les équipes, que ce soit pour parler de business, mais pour aller déjeuner, pour aller boire un verre, pour aller faire un bowling, que sais-je. Donc je pense que c'est la première chose, c'est d'être connecté à ces équipes. Okay. La deuxième chose, c'est d'être connecté à ses managers et si c'est pas le cas, inculquer cette culture de la transparence et de l'échange avec ses managers. Okay. En l'occurrence, c'est le cas chez moi. Et j'ai cette chance-là. Okay. Et puis la troisième chose qui pour moi est aussi importante, bien évidemment, j'aurais même pu commencer par là, c'est l'évolution des indicateurs d'activité et d'impact. Okay. Voilà. Quand quelqu'un réduit son nombre de rendez-vous, a une baisse significative de son taux de succès, ou arrête d'aller voir ses top partenaires pour aller voir les plus petits, ou arrête d'aller sur le terrain pour faire du téléphone, c'est des signaux qui doivent déclencher un signal d'alarme dans l'esprit du manager et potentiellement dans le mien. Ok, hyper intéressant. Quel conseil tu donnerais justement à la grande majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale ? Par quoi il faut commencer pour performer en 2024 ? Alors, moi j'ai souvent vu des entreprises qui recrutaient très rapidement énormément de commerciaux. Et donc moi je pense que ce qui est important quand on veut monter une équipe de vente ou remettre une équipe de vente en track, c'est plutôt de miser sur la qualité que la quantité au début. Je pense que c'est important et pour ça, soit il faut se faire aider de son département de recrutement, soit par des professionnels du recrutement. Et aujourd'hui, il y a des professionnels du recrutement, notamment Up2, sur la partie force de vente, qui vous permettent d'avoir accès à un vivier de candidats qualifiés et donc de vous faire gagner du temps. La deuxième chose, et je remarque en le disant que j'en parle beaucoup, c'est la rémunération de la surperformance, qui pour moi est un élément clé pour garder les bons éléments.
Et puis la troisième chose, c'est avoir une équipe de managers qui est solide, experte et qui travaille en bonne intelligence et en collaboration. C'est pour moi les 3 choses fondamentales pour une transformation commerciale. Ok. Si on se réfère peut-être encore une fois au contexte actuel, est-ce que tu as d'autres conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente marquent un peu le pas en cette fin d'année 2023 et début 2024 ? Alors déjà, je pense qu'il faut aller sur le terrain avec eux. Ouais, ça on en a déjà parlé. Voilà, pour comprendre ce qui se passe, montrer l'exemple et encore une fois, faire avec eux. Ouais. Ils sont confrontés à leur réalité parce que c'est vrai qu'on peut, depuis un bureau ou après s'être un peu éloigné du terrain pendant quelques années, perdre le sens de certaines réalités. Donc je pense que c'est le premier point. Okay. Le deuxième point, je pense que c'est se former soi-même et former ses équipes. Okay. Et quand je dis former les équipes, c'est pas juste faire un module de formation online ou avoir un formateur pendant 2 heures dans un bureau. C'est avoir un plan de formation continue et de coaching continu qui s'inscrit dans la routine quotidienne, à la fois dans la gestion individuelle mais dans la gestion collective de l'équipe. Okay. Et puis la troisième chose, c'est la gestion de la sous-performance. Ouais, on en parlait à l'instant. Voilà, c'est-à-dire que certes, c'est bien de payer la performance, mais il faut aussi être capable d'identifier et d'agir quand on a des sous-performants. Et je dis souvent à mes managers et à mes équipes, on a le droit de pas y arriver, mais on n'a pas le droit de pas essayer. Bien sûr. Ok, très clair. Comment est-ce que tu définirais l'importance de la techno chez vous ? Quels sont les outils indispensables pour les commerciaux chez Expedia ? Alors bon, la techno, on dit souvent chez Expedia, on a un hémisphère voyage et un hémisphère tech, hein, ouais. Et c'est vrai. Okay. Donc la technologie est primordiale chez Expedia et juste petite parenthèse, on a été la première société à intégrer ChatGPT sur nos sites. Okay. On est aussi une des sociétés les plus innovantes en termes de produits et d'options, ce qu'on appelle le smart shopping, enfin tous les produits qu'on développe. Donc vraiment la technologie est au cœur de notre activité. Okay. Pour les équipes commerciales, les 2 principales choses qui ont changé depuis que je suis arrivé chez Expedia, c'est les reporting, la capacité qu'on a à fournir des reportings clairs, précis et actionnables pour les équipes, même si comme tout le monde on a beaucoup trop de liens de favoris vers des reports tableaux et Salesforce dans notre barre de recherche, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et la deuxième chose, c'est l'optimisation du workflow. Aujourd'hui, on travaille avec Salesforce, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est capable d'être assez granulaire et précis pour envoyer la bonne recommandation sur le bon hôtel au bon moment au team member. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit toujours à nos équipes que leur cerveau est plus important que Salesforce, mais on a vraiment un super outil d'aide à la décision et d'aide à la priorisation pour nos équipes commerciales, qu'on a mis du temps à mettre en place, et qui pour moi va encore s'améliorer cette année, mais c'est vraiment quelque chose qui aide les équipes au quotidien. Ok, très intéressant. Et qu'est-ce que vous avez peut-être automatisé dans vos process commerciaux ces dernières années qui vous fait gagner du temps, de l'efficacité ? Alors déjà, et on le sait tous, un account manager, il passe pas mal de temps à faire autre chose que du commercial. Il fait de la gestion de tâches administratives. Ça fait partie du job, et c'est important de le dire, et c'est important que les gens qui veulent devenir account manager l'intègrent. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a travaillé pour que nos partenaires hébergement soient capables de faire plus de choses par eux-mêmes. D'accord. Aujourd'hui, il y a quelques années, ils nous appelaient pour nous faire des choses qui n'étaient pas forcément commerciales. Et comme un account manager veut rendre service à son partenaire, plutôt que d'envoyer ça au service client, il le fait lui-même. Et le temps qu'il fait à faire ça, il ne fait pas autre chose. Donc aujourd'hui, on a poussé les équipes et les partenaires à faire des choses par eux-mêmes. Okay. C'est vraiment, je pense, la grosse chose. Et ensuite, l'autre optimisation, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le workflow. Et c'est, je ne veux pas qu'un commercial passe 25 minutes à savoir quel produit il doit pitcher à son partenaire avant de l'appeler. Okay. Ce qui était un peu le cas il y a quelques années chez Expedia. Okay. Aujourd'hui, le workflow permet vraiment de gagner du temps là-dessus. Ok, très bien. Quelques dernières questions de fin. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné ? Alors, activité. Voilà. Okay. Merci Xerox. Je pense que c'est la première chose, c'est la consistance et le niveau d'activité. C'est tout par de là. C'est l'intensité de travail. Voilà, je dis souvent, il y a le talent, il y a la chance, et ça compte. Mais il y a surtout le travail et l'activité. Et c'est vrai qu'on m'a toujours dit, et c'est une des premières phrases qu'on m'a dit en arrivant chez Xerox, on m'a dit le talent ne remplacera jamais le travail.
Et certes, il faut du talent, et le talent, on en a tous. On a tous des talents. Par contre, voilà, je pense que c'est le travail. Et encore une fois, moi, ce que j'ai vraiment essayé, ce que j'essaie de m'appliquer, c'est après une victoire, on a le droit de souffler, mais il faut accélérer plutôt que de ralentir. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente il y a quelques années? Eh ben, je lui dirais, suis ton instinct. Ouais. Tu vas te planter plusieurs fois, mais en travaillant, tu vas rebondir et tu arriveras là où tu veux. Ça fait du bien. Et on reconnaît là aussi les champions dans le fait de rebondir, et c'est ceux qui généralement rebondissent le plus rapidement possible. Est-ce que tu as 2 ou 3 outils ou des livres, des films à recommander à nos auditeurs qui t'auraient inspiré sur la vente ou le management? Oui, alors, moi, il y a un outil que j'utilise tous les lundis ou tous les vendredis, ou de temps en temps le vendredi et le lundi. C'est tout simple, mais c'est la fameuse matrix urgent et important. Ok, Eisenhower. Voilà, qui permet de savoir à la fin de la semaine ou au début de la semaine par quoi j'attaque. Et je pense que c'est important. Je ferme mon ordinateur, je prends une feuille de papier. Ça me prend 10 minutes, mais ça me permet de clarifier mes idées et je pense que c'est quelque chose qui restera à vie, que ce soit dans ma vie pro ou ma vie perso d'ailleurs, sachant que ce qui vient de madame est important et urgent. Le deuxième point, j'en parlais en introduction, c'est le Spanco. Ouais. Alors, il y a des dizaines d'outils différents, de manières de segmenter le cycle de vente, mais mon message derrière, il est que il faut avoir un outil pour savoir où on en est, il faut être honnête avec soi-même, il faut être honnête avec ses managers. Et je trouve que le Spanco est un outil qui facilite l'honnêteté vis-à-vis de soi-même et de sa hiérarchie. Ok. Et puis le dernier, j'ai un livre qui m'a marqué, alors j'en ai lu beaucoup, mais si je devais en retenir un, c'est Comment se faire des amis et influencer les autres, de Dale Carnegie. T'es pas le premier à le recommander. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce livre, il y a tout dedans. On voit comment on influence les autres, comment on gagne la sympathie des autres, comment on rallie les autres à un point de vue, comment on modifie l'attitude des autres. Et en fait, ça peut servir dans une équipe commerciale, ça peut servir quand on organise un voyage avec des copains, ça peut servir quand on a une discussion politique en famille, etc., etc., etc. Et donc, si je devais en retenir qu'un, c'est celui-là. Et j'encourage vraiment les gens, qu'ils soient vendeurs ou pas, à lire ce livre parce que ça vous aidera dans votre vie et dans vos interactions avec les autres. Super. Eh ben écoute Antoine, merci pour tes bons conseils, pour ton temps, et c'est un podcast qui est vraiment très riche d'enseignements en tips commerciaux, donc merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. À bientôt et vive la vente. Vive la vente, au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente!